1937. C'est l'année où l'Allemagne a décidé de supprimer le sommeil. Comment créer un soldat qui ne s'arrête jamais? La science nazie avait la réponse, une simple pilule blanche. Hitler ne voulait pas seulement des hommes obéissants, il voulait des prédateurs. Le régime a promis de forger des soldats invincibles en les gavant de méthamphétamine. L'objectif était de transformer des êtres humains en machines de combat infatigables. Mais derrière cette façade de puissance se cachait un véritable cauchemar. La réalité sur le terrain était celle d'un carnage. Des femmes à travers toute l'Europe sont devenues les victimes d'une cruauté alimentée par la drogue. Des familles entières ont été déchirées. Sur les images d'archives, on distingue ce détail, des mâchoires serrées et des regards vides. Les cicatrices de cette violence chimique ont marqué plusieurs générations. La vérité complète sur ces crimes reste bien plus sombre que ce que l'histoire officielle raconte souvent. Tout a commencé à la fin des années 30. L'Allemagne cherchait la productivité à tout prix. Les usines tournaient 24 heures sur 24. Le bruit des machines était incessant. Les écoles poussaient les élèves à l'épuisement. L'armée se préparait au conflit mondial. La nation entière vivait sous une pression extrême. Dans ce climat de tension, une nouvelle substance est apparue. L'entreprise berlinoise Temmler a présenté son produit miracle, le Pervitin. Techniquement, c'était de la méthamphétamine pure en comprimé, mais le grand public ignorait la composition chimique exacte. Les Allemands ne voyaient que le résultat. Une petite pilule suffisait pour effacer la fatigue. L'utilisateur ressentait une explosion d'énergie immédiate. Une confiance artificielle envahissait son esprit. À première vue, un simple médicament domestique, mais en réalité, une drogue dure en vente libre. On pouvait l'acheter en pharmacie, rangée juste à côté de l'aspirine ou du sirop pour la toux. Les ménagères l'utilisaient quotidiennement pour tenir la cadence, cuisiner, nettoyer, élever les enfants sans jamais faiblir. Les étudiants en avalaient avant les examens pour réviser toute la nuit. Les employés de bureau, les chauffeurs routiers et les ouvriers l'ont adopté pour augmenter leur rendement. À l'image, une publicité d'époque dans un journal, une femme sourit, radieuse, capable de tout accomplir sans effort. Les médecins prescrivaient le Pervitin sans aucune retenue. Il n'y avait presque aucune règle de contrôle. La population le considérait comme inoffensif, une sorte de super-vitamine pour l'esprit. L'effet était pourtant violent. La faim disparaissait instantanément. Quelqu'un qui prenait la pilule pouvait travailler ou étudier pendant des heures sans repos. Mais l'euphorie était trompeuse. La colère s'évanouissait pour laisser place à une arrogance chimique. De nombreux Allemands pensaient avoir trouvé le secret de la productivité infinie. Personne ne parlait du revers de la médaille. La nervosité devenait chronique, l'agressivité montait en flèche, et après le pic d'énergie venait l'effondrement physique et mental. Ces avertissements ont été totalement ignorés, surtout quand la drogue a attiré l'attention de l'armée allemande. Dès 1938, les médecins militaires ont lancé des expériences sur les soldats. Ils ont observé les effets avec froideur. Des hommes incapables de marcher plus loin se relevaient soudainement. Ils parcouraient des kilomètres supplémentaires sans s'arrêter. On entend le bruit rythmé des bottes sur le pavé. Leur peur semblait s'évaporer. Leur concentration devenait chirurgicale. Pour les chefs nazis, c'était l'outil idéal. L'Allemagne planifiait des invasions rapides. Le concept du Blitzkrieg exigeait une vitesse folle. Les troupes devaient avancer jour et nuit, sans dormir, sans manger, sans hésiter. Le Pervitin n'était pas un médicament. C'était le carburant de l'invasion. La machine de guerre était désormais sous influence. 35 millions de pilules. C'était la commande officielle de la Wehrmacht en 1939. L'armée allemande ne préparait pas seulement des munitions, elle préparait la chimie de ses soldats. Lors de l'invasion de la Pologne en septembre, chaque fantassin avait du Pervitin dans sa poche. La consigne était claire, avaler les comprimés avant les longues marches ou les combats nocturnes. Les rapports du front décrivent une scène terrifiante. Des unités entières avançaient sans nourriture et sans sommeil pendant 48 heures d'affilée. Pourquoi ces hommes ne s'effondrent-ils pas? Les commandants étaient stupéfaits. Mais la réponse était médicale. La méthamphétamine pure maintenait les corps en mouvement. Très vite, la drogue a dépassé le rang des simples soldats. Les officiers en prenaient. Les pilotes de la Luftwaffe en avalaient avant le décollage. Les gardes SS en consommaient quotidiennement. À première vue,
Un remède miracle contre la fatigue, mais, en réalité, un poison qui détruisait toute humanité. Le coût de cette énergie artificielle était invisible mais terrible. Le médicament n'effaçait pas seulement la faim ou la peur, il supprimait les barrières morales fondamentales. Les émotions s'émoussaient, l'empathie disparaissait. Sur les visages des soldats, les mâchoires se serraient et les pupilles se dilataient. Ils devenaient agressifs. Pour les hommes qui avalaient ces petits cachets blancs, la fatigue s'évaporait. Mais la conscience partait avec elle, et ce sont les femmes qui allaient payer le prix fort de cette addiction de masse. Mais le véritable cauchemar a commencé l'année suivante. En mai 1940, Hitler déclenche le Blitzkrieg contre la France. Ce n'était pas une campagne lente ou prudente, c'était une ruée mécanique. Les chars allemands franchissaient les frontières à pleine vitesse. Le ciel était saturé d'avions. Les soldats avançaient à un rythme qui a choqué le monde entier. Derrière ce succès, il n'y avait pas seulement la stratégie militaire, il y avait la chimie. Les défenseurs français et britanniques tombaient d'épuisement dans les tranchées. En face, les soldats allemands semblaient invincibles, comme des machines qui ne s'arrêtent jamais. Les combats étaient brutaux. Mais la violence s'est rapidement déplacée vers les civils. Les troupes allemandes ont pénétré dans des villes comme Sedan, Abbeville et Amiens. La situation était critique. La plupart des hommes locaux avaient fui, étaient capturés ou se battaient ailleurs sur le front. Il ne restait que les plus vulnérables. Les femmes, les enfants, les personnes âgées. Ils étaient sans défense. Les soldats de la Wehrmacht entraient dans ces villes sous l'emprise totale de la méthamphétamine. Ils possédaient une énergie anormale. Ils ne dormaient pas depuis des jours. Leur rage et leur soif de domination ne visaient plus les soldats ennemis. Elles se tournaient maintenant vers les habitants ordinaires. Les femmes des villages ont vite compris le danger. Certaines ont couru vers les forêts avec leurs enfants dans les bras, en portant seulement quelques vêtements. D'autres ont tenté de se cacher dans les caves humides ou les greniers des granges. Elles espéraient que le chaos passerait. Elles retenaient leur souffle dans le noir. Mais beaucoup ont été trouvés. Les soldats allemands, rendus hyperactifs et paranoïaques par la drogue, défonçaient les portes. Ils fouillaient chaque pièce avec une frénésie chimique. On entend les cris des enfants alors que les mères sont traînées hors de leur maison. Les filles, les mères et même les grands-mères âgées n'ont pas été épargnées. Pour les soldats alimentés au pervitin, il n'y avait plus aucune limite. La pilule effaçait leur épuisement et leur donnait une force tordue. À l'image, des rues désertes après le passage des troupes. Les agressions duraient des heures. Les femmes étaient laissées au sol, brisées et terrifiées. Pour certaines, la survie a signifié des années de silence absolu. Elles portèrent des cicatrices que personne ne pouvait voir. Après la guerre, la vérité a commencé à filtrer. Des rapports épars ont émergé sur ce qui s'était réellement passé dans ces villes occupées. À Abbeville, les autorités françaises ont découvert l'ampleur du désastre. Des familles entières avaient été détruites, non pas par les bombes ou les tirs d'artillerie, mais par les soldats qui traversèrent la ville, les yeux grands ouverts par la drogue. Septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne et le pays s'effondre en quelques semaines. Pourquoi cette défaite si rapide? L'armée polonaise s'est battue avec courage, mais le courage ne pèse rien face à la supériorité numérique et technologique. Une fois les combats terminés, l'occupation a commencé. Le quotidien des civils a basculé dans un cauchemar absolu. Pour les femmes, le danger surgissait de partout. Les hommes de la SS, les agents de la Gestapo et les soldats réguliers patrouillaient les rues. Beaucoup n'étaient pas dans leur état normal. Ils étaient dopés à la pervitine. La drogue les rendait agités, agressifs et cruels. Elle effaçait le peu de retenue humaine qu'il leur restait. Dans des villes comme Cracovie, Varsovie et Lublin, les raids nocturnes sont devenus la norme. On entendait le bruit des bottes dans les escaliers, puis les coups violents contre les portes. Les forces allemandes faisaient irruption dans les foyers. Officiellement, ils cherchèrent des armes, des familles juives ou tout élément suspect. Mais très souvent, les vraies cibles étaient les femmes, jeunes filles, mères de famille, femmes âgées. Les soldats les traînaient hors de chez elles, sous les yeux de leurs proches terrorisés. Parfois, elles étaient conduites dans des postes de police froids. D'autres fois, elles finissaient dans des casernes de fortune installées dans des écoles ou des entrepôts réquisitionnés. Rares sont celles qui revenaient indemnes. À première vue,
une logistique militaire, mais en réalité, un réseau de prostitution forcée. Les nazis ont créé une organisation bien plus glaçante. À travers toute la Pologne, ils ont installé des bordels de campagne pour leurs soldats. Ce n'étaient pas des établissements ordinaires. Ils étaient remplis de femmes forcées au service. La majorité était polonaise, mais bientôt d'autres sont arrivées des régions voisines. Certaines n'étaient encore que des adolescentes. La nuit, les sons traversèrent les murs. Des cris, des pleurs, et le bruit incessant des pas d'hommes qui ne semblaient jamais se fatiguer. Les femmes piégées à l'intérieur n'avaient aucune issue. Mais la menace ne s'arrêtait pas là. La vie des femmes ordinaires à l'extérieur de ces lieux n'était pas plus sûre. Sur les images d'archives, on voit des patrouilles allemandes arrêtent des passantes au hasard. Elles étaient forcées de porter des charges lourdes pour les soldats ou de nettoyer leur quartier. D'autres étaient emmenées sous prétexte d'un simple interrogatoire. Les familles tentèrent parfois de protéger leurs filles. La sanction était immédiate. Des foyers entiers pouvaient être détruits en une seule nuit. Tout cela parce qu'un groupe de soldats sous méthamphétamine avait décidé d'agir sans pitié. Et le pire restait à venir. 3 millions de soldats. C'est la force de frappe colossale qui a franchi la frontière soviétique en juin 1941. Hitler venait de lancer l'opération Barbarossa. La plus grande invasion de l'histoire moderne débutait. Comment une telle armée pouvait-elle marcher jour et nuit sans s'effondrer? Le secret tenait dans une simple pilule. La pervitine. Le haut commandement allemand avait tout prévu. Il a commandé des millions de cachets de méthamphétamine. Les intendants ont glissé ces tubes dans les pactages des soldats coincés entre les munitions et les rations alimentaires. L'objectif était clair, supprimer le sommeil. Les hommes devaient tout rester éveillés pendant des jours entiers, capables d'avaler des centaines de kilomètres et de frapper sans aucune pause. Sur les images d'archives, on voit des visages émaciés aux yeux écarquillés par la drogue. L'invasion a été brutale dès la première seconde. Les avions ont bombardé les centres urbains. Les chars ont écrasé les champs de blé sous leurs chenilles. Une épaisse fumée noire a recouvert l'horizon alors que les villages brûlaient jusqu'au sol. Mais derrière la ligne de front, une autre guerre a commencé. Une guerre dirigée contre les femmes. En Ukraine, en Biélorussie et dans l'ouest de la Russie, les civils soviétiques sont devenus des proies immédiates. Les soldats n'étaient pas seulement agressifs, ils étaient sous l'emprise chimique. Ils ont pris d'assaut les maisons avec une violence inépuisable. Les portes ont volé en éclats. Des femmes ont été traînées hors de chez elles par les cheveux ou arrachées de cachettes dérisoires. On entend le bruit des bottes sur le bois et les cris de terreur. Les granges, les écuries et les cabanes abandonnées sont devenues des scènes d'horreur. À première vue, une occupation militaire stricte, mais en réalité, un déchaînement sadique incontrôlé. Certaines victimes ont été exécutées sur place, une balle après l'agression. D'autres ont subi un sort plus lent. Elles ont été capturées, forcées de marcher avec les convois de l'armée ou enfermées dans des camps de fortune entourés de barbelés. Avec la pervitine dans le sang, les troupes allemandes ne ralentissaient jamais. La fatigue ne freinait pas leurs actes, mais la situation a encore empiré. Les registres soviétiques récupérés après la guerre ont révélé l'ampleur du carnage. En Biélorussie, les habitants de villages entiers ont rapporté que la totalité de la population féminine avait été brutalisée. En Ukraine, les communautés rurales ont été anéanties, des familles détruites, des enfants laissés orphelins au milieu des décombres. Les chiffres exacts sont difficiles à confirmer. Pourtant, les historiens s'accordent aujourd'hui sur un fait. L'échelle des abus était massive. Elle a touché des centaines de milliers de femmes le long du front de l'Est. Dès l'année 1942, le système de contrôle nazi s'est étendu. La violence est devenue administrative. La création de bordels militaires s'est généralisée à travers l'Europe occupée. À l'image, des bâtiments réquisitionnés gardés par des sentinelles armées. Ce n'étaient pas des lieux secrets. Ils étaient organisés et visibles en Pologne, en France et plus tard en Union soviétique. Même à l'intérieur des camps de concentration, des sections spéciales ont été réservées à cet usage. Les nazis prétendaient que ces établissements servaient à récompenser les soldats et à maintenir la discipline. C'était un mensonge officiel. Ces murs ont été bâtis sur la souffrance de milliers de captives. Le crime était devenu une institution. Des milliers de femmes sacrifiées.
C'est sur cette souffrance que le système a bâti ses fondations. Pourquoi ces femmes sont-elles entrées dans ces lieux? On leur promettait un travail honnête dans les cuisines ou les usines. Mais cette promesse cachait une condamnation immédiate à l'esclavage sexuel. La plupart n'avaient pas le choix. Les rafles frappaient les villages à l'aube, les soldats arrachèrent les femmes de leurs maisons ou les sélectionnaient directement dans les camps de prisonniers. Beaucoup sortaient à peine de l'adolescence. Leur vie a basculé en une seule journée. Le matin, elles travaillaient au champ. Le soir, le verrou d'une maison close claquait derrière elles. Aucune issue possible. La situation a rapidement empiré. Les hommes qui franchissaient ces portes n'étaient pas lucides. Les gardes, SS et les soldats avalaient de la pervitine avant d'entrer. À l'image, des regards vitreux et agressifs, typiques de l'abus de stimulants. Cette drogue supprimait les limites naturelles du corps masculin. Pour les captives, cela signifiait des heures de tourments ininterrompus. Elles devaient subir les assauts jusqu'à l'effondrement physique total. À première vue, des baraquements ordinaires. Mais en réalité, des zones de non-droit absolu. Les conditions étaient inhumaines. Les chambres surpeuplées sentèrent la crasse, la nourriture manquait et les soins médicaux n'existaient pas. Les maladies se propageaient à une vitesse fulgurante. La syphilis ravageait les corps. Les grossesses étaient fréquentes. La réponse de l'administration était brutale. Des avortements forcés, souvent sans anesthésie. Parfois pire, toute résistance était inutile. Les gardes frappaient celles qui refusèrent de travailler ou qui ne tenaient plus debout. On voit dans les rapports, les corps lâchés rapidement. Les études estiment l'espérance de vie moyenne d'une captive à moins d'une année. L'épuisement, la maladie et la violence tuaient plus vite que les balles. Pour la majorité d'entre elles, la mort ne constituait pas une peur, mais la seule fin possible aux souffrances. Le système, lui, continuait son expansion brutale. 130 000 femmes, c'est le nombre de prisonnières qui ont franchi les portes de l'enfer. Ravensbrück n'était pas un camp comme les autres. Ouvert en 1939, il est devenu le plus grand camp de concentration du Troisième Reich, exclusivement réservé aux femmes. Elles arrivaient de toute l'Europe, de Pologne, d'Union soviétique, de France ou d'Allemagne. Certaines étaient juives, d'autres étaient des opposantes politiques. Beaucoup n'étaient que de simples civils piégés par la guerre. Pourquoi ce camp était-il particulièrement brutal? Les gardiens SS avaient une méthode spécifique, mais cette méthode reposait sur la chimie. Les gardiens consommaient régulièrement de la pervitine, des comprimés de méthamphétamine pure. Les chefs imposaient des tours de garde interminables, sans repos possible. La drogue supprimait le sommeil, mais elle supprimait aussi l'humanité. L'épuisement ne venait jamais. À la place, une énergie artificielle et toxique envahissait les rangs des SS. Cette énergie se transformait immédiatement en abus. Les détenus ont vite compris la nouvelle réalité. Il n'existait aucune heure sûre, ni le jour, ni la nuit. Les hurlements résonnaient à 3 heures du matin. Les passages à tabac survenaient sans raison. Les punitions étaient aléatoires. Tout était conçu pour briser psychologiquement les prisonnières. Le travail forcé commençait dès le lever du soleil. Certaines femmes étaient envoyées dans les usines voisines. Elles cousaient des uniformes militaires. Elles assemblaient des pièces d'armement. D'autres portaient des charges lourdes ou creusaient des fossés. Elles travaillaient dans le froid, sans manteau, les mains gelées. À l'image, des silhouettes squelettiques qui s'activent sous la neige. Les rations alimentaires diminuaient chaque semaine. La faim était une torture constante. Les corps lâchaient. Les femmes s'effondraient d'épuisement sur le sol dur. Mais la réaction des gardiens n'était pas la pitié. Sous l'effet de la méthamphétamine, ils devenaient frénétiques. Ils répondèrent par des coups de pied. Ils frappaient jusqu'à ce que la victime ne bouge plus. La situation a encore empiré. Le camp est devenu un lieu de violence sexuelle systématique. Les officiers disposèrent des corps comme bon leur semblait. Les prisonnières étaient sélectionnées lors des appels. On les forçait à travailler dans des bordels, à l'intérieur ou à proximité du camp. D'autres subissaient des assauts en secret. Le silence était imposé par des menaces de mort immédiates. À première vue, un système carcéral rigide, mais en réalité, un terrain de chasse sans limite. Il n'y avait aucune échappatoire, aucun coin d'ombre pour se cacher. Les médecins nazis ont alors franchi une nouvelle étape. Ils ont transformé les prisonnières en sujets d'expérience. L'objectif était précis, voir jusqu'où le corps humain pouvait résister sous l'emprise de la drogue.
Ils voulaient des données pour leurs soldats. Les victimes n'avaient aucun choix. Souvent jeunes, elles étaient traînées vers les blocs médicaux. Sur les rapports, on lit les détails des protocoles. On injectait aux femmes des doses massives de stimulants. L'ordre était simple, rester éveillé. Pendant des jours entiers, si une femme fermait les yeux, les gardiens intervenaient. Ils frappaient, ils versaient de l'eau glacée sur les visages. Les médecins observaient calmement la dégradation physique. Ils voulaient savoir combien de temps un être humain pouvait survivre sans sommeil avant la folie ou la mort. D'autres expériences testaient l'effort physique extrême. Après l'injection, on forçait les femmes à des travaux titanesques, porter des pierres, courir jusqu'à la rupture. Le but était de mesurer le gain de force procuré par la drogue avant que le cœur ne lâche. Les médecins mélangeaient parfois les substances. Les réactions étaient violentes, des malaises soudains, des crises cardiaques, des convulsions incontrôlables. Quand le sujet ne pouvait plus continuer, l'expérience s'arrêtait. Une exécution rapide mettait fin aux souffrances. Les corps étaient ensuite disséqués sur des tables froides pour l'analyse des organes. La science nazie se nourrissait de cadavres. Des colonnes entières de chiffres. C'est tout ce qu'il restait d'elles. Pourquoi les bourreaux effaçaient-ils les noms? Pour nier l'humanité des victimes. Mais la bureaucratie nazie ne laissait rien au hasard. Les médecins notaient scrupuleusement les résultats. La température, les réactions nerveuses, les temps de survie. Tout était consigné dans des registres gris, sauf l'identité. Pour le régime, ces femmes n'étaient pas des personnes, c'étaient de simples cobayes, des numéros tatoués sur un avant-bras. Les familles n'ont jamais reçu de lettres, elles n'ont jamais su. La majorité des victimes a péri sur les tables d'opération et le souvenir de leur souffrance a failli disparaître avec elles. Auschwitz, le symbole absolu de la terreur. Plus d'1 million de morts, juifs, polonais, tziganes, prisonniers soviétiques. Dans ce périmètre de mort constante, une arme chimique alimentait la cruauté, la pervitine. Les gardes SS recevaient ces comprimés par milliers. Il fallait tenir. Tenir pendant les quarts de nuit interminables, tenir pendant le fonctionnement des chambres à gaz, tenir lors des fusillades de masse. La drogue supprimait la fatigue. Mais elle faisait bien plus que cela. Elle dévorait l'empathie. À première vue, des soldats disciplinés, mais en réalité, des machines biologiques programmées pour tuer. Sous l'effet de la méthamphétamine, les dernières traces de pitié s'évaporaient. Les femmes d'Auschwitz ont subi le pire de cette transformation. Sur les rapports, on décrit des scènes de chaos nocturne. Des gardes, les pupilles dilatées par la drogue, défonçaient les portes des baraquements féminins. Ils entraient en hurlant. Ils traînaient les détenus dehors dans la boue et le froid. Le hasard dictait souvent leur choix. Mais les prédateurs visaient les plus vulnérables, celles qui ne pouvaient pas se défendre. Des adolescentes terrorisées, des femmes enceintes, même des enfants. On les tirait violemment vers l'obscurité. Certaines étaient emmenées vers des zones isolées du camp. Elles ne revenaient jamais. D'autres finissaient dans les blocs disciplinaires. Là-bas, les sévices duraient des heures, sans interruption. Et après, celles qui ne pouvaient plus se lever ou travailler prenaient une direction unique, les chambres à gaz. La cruauté dopée aux amphétamines a brisé des milliers de vies dans un cycle infernal. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée au barbelé. Elle s'est exportée. 1943. L'Italie change de camp. Elle se rend aux Alliés. Pour Berlin, c'est une trahison impardonnable. La Wehrmacht occupe immédiatement la péninsule. Le territoire devient une zone de guerre ouverte. Pour les femmes italiennes, le cauchemar commence. Les archives de Toscane, du Latium et d'Émilie-Romagne racontent la même histoire. Les soldats allemands, furieux et gavés de pervitine, lancent des raids punitifs. Les femmes tentent de fuir. Elles se terrent dans les caves, les greniers, les forêts denses. Mais les soldats fouillent chaque recoin avec une énergie frénétique, à l'image des portes enfoncées et du mobilier renversé. Une fois découvertes, les femmes sont traînées à l'extérieur, en pleine lumière. Les agressions sont brutales, publiques. Parfois, les soldats exécutent leurs victimes pour ne laisser aucun témoin. Une balle dans la tête pour garantir le silence. D'autres fois, ils les laissent en vie, brisés, abandonnés dans des champs ou sur le bas-côté des routes de campagne. La violence psychologique était totale. Les familles étaient souvent forcées de regarder. Mari, père, enfant. Tenus en joue,
impuissants face à l'humiliation. Des villages entiers ont été dévastés. Dans certaines communautés, la tragédie a frappé 3 générations en une seule nuit. Grand-mère, mère, fille. Personne n'était épargné. Les survivantes ont porté ce secret comme un fardeau. Dans ces régions, un silence de plomb est retombé sur les crimes. La honte a bâillonné la parole pendant des décennies. Les cicatrices ne marquaient pas seulement les corps, elles ont marqué l'identité même de ces villes. L'histoire s'est figée dans la douleur. 1944. L'Allemagne nazie s'effondrait sur 2 fronts simultanément. Les Alliés avançaient inexorablement à l'ouest. Les Soviétiques écrasaient les lignes de défense à l'est. La défaite militaire était totale, mais au lieu de cesser le combat, les troupes allemandes en retraite ont intensifié leur brutalité. Pourquoi la cruauté a-t-elle alors explosé? Les soldats savaient que la fin était proche, mais la peur de la défaite a transformé leur désespoir en une rage incontrôlable. En Prusse orientale, en Pologne et dans certaines régions de Hongrie, le chaos était absolu. Les femmes civiles se sont retrouvées piégées au centre de cette tempête. Les soldats ne dormaient plus depuis des jours. Pour tenir debout et continuer à marcher, ils se gavaient de pervitin. Sur les images d'archives, on distingue ces visages, des traits émaciés et des pupilles dilatées par les stimulants. À première vue, une armée en déroute, mais en réalité, une meute de prédateurs sous influence chimique. Cette méthamphétamine militaire ne servait pas seulement à rester éveillé. Elle supprimait la peur, la fatigue et toute forme d'empathie. Dans les villages situés sur les routes de la retraite, les agressions sont devenues quotidiennes. Les soldats ne frappaient pas au hasard, ils défonçaient les portes et entraient en force. Certaines femmes étaient traînées hors de leur maison par les cheveux. D'autres subissaient les assauts directement dans leur salon, sous les yeux de leur propre famille. Les maris et les enfants étaient tenus en joue, impuissants. La faim et l'épuisement affaiblissaient les corps des soldats, mais la drogue maintenait leur violence à un niveau inhumain. Il n'y avait aucun refuge possible. Celles qui tentaient de s'enfuir dans la forêt étaient traquées comme du gibier. Les soldats, rendus paranoïaques par le manque de sommeil, tiraient sur tout ce qui bougeait. Après le passage des colonnes militaires, un silence lourd retombait sur les villes. On ne voyait plus personne dans les rues. Des communautés entières ont été anéanties. Les survivantes restaient muettes, terrifiées à l'idée de parler. Pour beaucoup de femmes, la libération promise n'est jamais arrivée. Elles sont mortes avant d'avoir vu le premier uniforme allié ou soviétique. Leurs histoires ont été enterrées dans des fosses communes ou sous les décombres. Même alors que le Reich s'effondrait brique par brique, la méthamphétamine alimentait encore la terreur. La caméra enregistre parfois ces regards vides de survivantes au bord des routes. Quand la guerre a officiellement cessé en 1945, le bilan était catastrophique. Des millions de femmes ont émergé des ruines, marquées à vie. Les blessures physiques étaient invisibles, les maladies se propageaient, mais le traumatisme psychologique était encore plus profond. Le monde a essayé de tourner la page et de reconstruire. Mais pour ces victimes silencieuses, la guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée.